la hotline de la NASA ne cesse de sonner. Les opérateurs du centre d'appel sont en sueur à cause du stress. Ils ont à peine le temps de répondre au téléphone. Et tous les messages qu'ils reçoivent disent la même chose. Il y a quelque chose qui brille sur la Lune. En effet, des milliers d'astronomes amateurs observaient la Lune cette nuit-là. Et soudain, une lumière vive est apparue à sa surface, comme si quelqu'un y avait allumé un puissant projecteur. Les scientifiques ont immédiatement commencé à chercher une explication à ce phénomène. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait simplement de la lueur d'un avion volant entre les observateurs et la Lune. Mais alors, elle n'aurait pas été vue par autant de personnes depuis différentes parties du monde au même moment. Les suspects suivants ont été les satellites Starlink. En théorie, l'un d'eux aurait pu jouer un tour mesquin aux astronomes amateurs. Ces derniers auraient pu confondre la lumière du petit satellite avec un flash de lumière sur la Lune. Mais là encore, si le satellite était coupable de cette pagaille, l'éruption lumineuse n'aurait pas été statique, mais en mouvement. Alors que certains scientifiques continuent de chercher une explication à ce mystère, d'autres ont décidé d'étudier le phénomène plus en profondeur. Dans cette optique, ils ont construit un nouveau télescope au nord de Séville, en Espagne. Les conditions qui y règnent sont tout à fait adaptées à l'observation de la Lune. Le télescope est équipé de 2 caméras contrôlées à distance depuis un campus en Allemagne. Si les 2 caméras détectent un phénomène inhabituel à la surface de la Lune, le télescope y zoomera rapidement pour voir ce qui se passe. Il faudra aussi une intelligence artificielle avancée pour apprendre aux caméras à faire la distinction entre ce phénomène lunaire inexpliqué et la lumière d'un avion, d'un satellite ou d'une petite météorite qui viendrait de pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Pendant que le télescope fait ses recherches, nous avons déjà une théorie qui pourrait expliquer l'apparition de ces éclairs ronds et brillants à la surface de la Lune. Nous savons que la Lune influence les marées des mers et des océans sur Terre avec sa force gravitationnelle. Mais la Terre peut affecter la Lune de la même manière. Seulement, cette force est 32,5 fois plus intense. À un moment donné de sa rotation autour de la Terre, la Lune est à son point le plus proche de notre planète. C'est alors que la force de l'interaction est la plus grande. À ce moment-là, les forces de marée peuvent forcer les fissures de la surface de la Lune à s'ouvrir et libérer du gaz depuis l'intérieur. Un puissant jet de gaz soulève alors la poussière lunaire avec lui. Et ce que nous percevons comme un flash lumineux à travers nos télescopes n'est en fait qu'un brouillard de poussière qui est rond et reflète bien la lumière du soleil. Si tu l'observes de loin, cela ressemble vraiment à un flash. On pense que lorsque la poussière s'est élevée, il y a eu une petite explosion. Et ce flash s'estompe progressivement à mesure que la poussière se stabilise. Ces phénomènes se produisent en permanence à la surface de la Lune. On les appelle des phénomènes lunaires transitoires. Mais en plus des flashs lunaires, des choses bien plus mystérieuses et bizarres se sont produites. La surface de la Lune compte des millions de cratères, mais quelque chose d'autre a attiré beaucoup d'attention sur elle. Un trou géant rare qui s'est avéré être un tube. Il a été découvert lorsque l'orbiteur lunaire japonais recueillait des données autour du puits de lumière de la Lune, l'entrée du tube. Les chercheurs ont trouvé un motif d'écho spécifique qui suggérait la présence d'une zone creuse. Ils ont découvert d'autres motifs d'écho à quelques endroits près du trou, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir d'autres tubes lunaires dans la zone. Dans ce grand tube, on pourrait placer un terrain de football entier et le tube pourrait l'avaler en entier. Il a une forme irrégulière et fait 130 mètres de diamètre. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des grottes secrètes, un système de tunnels ou tout un paysage géologique merveilleux sous la surface. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune, ou même une base pour une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours, à cause des conditions qui règnent sur le satellite. Il y a une large gamme de températures, une faible atmosphère et aucun champ magnétique qui protège la surface contre les radiations ou les rayons du soleil. Les astronautes portent des combinaisons spatiales qui ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes, mais un tube de lave le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se couvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que celui que l'on trouve sur la Lune. Il existe un type d'arbre spécial appelé arbre lunaire. Il est cultivé à partir de graines qui ont été emmenées dans l'espace pendant l'une des missions et qui sont ensuite... C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. C'est ce qu'a dit Neil Armstrong, le premier humain à avoir posé le pied sur la surface de la Lune. Il s'y trouvait avec Buzz Aldrin, passant 2 heures et demie sur la surface lunaire.
La préparation de ce projet a pris 2 ans et tout l'équipement que les astronautes transportaient pesait plus de 80 kg. Il n'a pas été facile de se poser sur la Lune. De nombreuses tentatives dans l'histoire se sont soldées par des échecs. Par exemple, les astronautes de l'un des programmes Apollo disposaient de suffisamment de carburant pour envoyer des personnes sur la surface lunaire en 3 jours seulement. Mais comme ils voulaient économiser du carburant, il leur a fallu plus d'1 mois pour y arriver. Il n'y a pas de GPS pour te dire où atterrir exactement. Le vaisseau spatial voyage vite et il doit ralentir dans le vide sans avoir assez d'informations. Mais depuis 1969, 12 personnes y ont déjà marché. La Lune est le seul corps spatial que les humains aient visité jusqu'à présent. Les autres n'ont été visités que par des robots. Mais toutes ces personnes n'étaient là que pour une courte visite. La NASA a annoncé son programme visant à établir une présence permanente sur la Lune. Cela aiderait la recherche scientifique et pourrait être un bon point pour apprendre à faire de même sur d'autres missions, comme celle sur Mars. Imagine être la 13e personne à aller sur la Lune. Un silence effrayant, de la poussière de Lune sous tes pieds, et rien d'autre qu'un ciel noir infini avec des étoiles partout autour de toi. Mais tu n'as pas le temps d'admirer la vue. Il y a beaucoup de problèmes que tu dois résoudre avant d'atterrir. Tout d'abord, notre corps est comme une machine adaptée aux conditions de la Terre, comme la gravité, l'atmosphère, l'air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons. C'est sur notre planète que nous fonctionnons de manière optimale. Notre gravité est 6 fois plus forte que celle de la Lune, dont les conditions sont pratiquement comparables à celles du vide. Tu remarqueras que la Terre constitue le centre de gravité de la Lune et que celle-ci tourne autour de la Terre en suivant une trajectoire circulaire. C'est la vision géocentrique de la Lune. C'est ce que nous voyons depuis la Terre. La Lune se lève, la Lune se couche, la Lune se lève à nouveau, la Lune tourne autour de la Terre. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'échelle de l'espace. Il est grand temps de coperniciser la Lune. Nous devons commencer à voir la Lune d'un point de vue héliocentrique, comme nous le faisons pour tout le reste du système solaire. Tout d'abord, la vision géocentrique des phases de la Lune nous montre une Terre immobile, placée au centre de la trajectoire de la Lune pendant tout un mois lunaire. Mais la Terre n'est pas du tout immobile. Nous tournons autour du Soleil à une vitesse très élevée, entre 106 000 et 109 000 km/h. Par conséquent, toute image de la Lune tournant autour d'une Terre immobile est trompeuse, et même carrément fausse. La vue héliocentrique de la Terre et de la Lune se déplaçant ensemble dans l'espace devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Tu remarques maintenant que la Lune ne tourne pas autour de la Terre. Elle se déplace en même temps qu'elle, autour du Soleil. La trajectoire de la Lune autour du Soleil est une trajectoire sinusoïdale d'avant en arrière. D'avant en arrière sur la trajectoire de la Terre qui avance toujours. L'équipage spatial se prépare au lancement depuis plus de 3 ans. Les préparatifs en vue de l'atterrissage sur l'étrange corps céleste comprenaient la collecte et l'étude d'échantillons de roches dans le Grand Canyon, l'exploration d'anciennes formations volcaniques sur le site de sécurité nationale du Nevada et l'examen de cheminées de gaz et de magma, de lacs de lave et de cratères à divers endroits de l'archipel d'Hawaï. Pour pouvoir résister aux conditions de microgravité, ils ont appris à marcher en oblique en étant attachés et suspendus latéralement et en essayant de se déplacer le long des murs. Ils ont dû éprouver leurs limites en suivant un régime alimentaire et de sommeil intensif pour s'assurer qu'ils seraient en sécurité dans l'espace. Il leur a fallu 3 jours, 3 heures et 49 minutes pour atteindre la surface de ce nouveau monde sur un site appelé la mer de la Tranquillité. Ils auraient pu opter pour l'océan des tempêtes ou la baie centrale, mais ils ont choisi cet endroit pour atterrir parce qu'il offrait une bonne visibilité et qu'il était relativement lisse et facilement atteignable avec le moins de propergoles possible. L'une des premières choses qu'ils ont remarquées en arrivant sur place, c'est que l'endroit sentait plutôt mauvais. Tout cela peut ressembler au début d'un roman de science-fiction, mais c'est en fait l'histoire vraie de la façon dont la mission Apollo 11 a atterri sur la Lune le 20 juillet 1969. Depuis lors, la Lune a accueilli 12 visiteurs humains jusqu'à aujourd'hui. Nous la considérons comme notre voisine de l'espace, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce mystérieux objet céleste. Et cela ne devrait pas être une surprise, puisque la Lune nous montre en fait toujours le même visage. C'est parce que la Terre et son seul satellite naturel permanent sont en rotation synchrone, ce qui nous fait croire qu'elle reste toujours immobile. En réalité, elle n'est pas dans une position fixe et elle s'éloigne progressivement de la Terre de 4 cm par an. En 1178, 5 moines ont affirmé avoir vu la Lune qui avait la forme d'un croissant, commencer à se scinder en deux à partir d'un point supérieur.
Puis, du feu et des étincelles ont commencé à jaillir de l'endroit de la séparation. C'était comme si un dragon crachait des flammes. L'instant d'après, la Lune s'est mise à pulser, puis est revenue à son état normal. Ce phénomène s'est répété plus de 10 fois, et les flammes ont pris des formes différentes à chaque fois. Lorsque ce cauchemar s'est terminé, la Lune est devenue noire. Ce n'est qu'au XXe siècle que les scientifiques ont tenté d'expliquer le phénomène. Ils ont émis la théorie qu'un gros astéroïde était entré en collision avec la Lune à ce moment-là. Et c'est cet astéroïde qui aurait été responsable de la formation du cratère Giordano Bruno, d'une largeur équivalente à 15 ponts de Brooklyn. Mais dans ce cas, des millions de tonnes de fragments de l'astéroïde auraient également frappé la Terre. Et à ce moment, les gens auraient vu une incroyable pluie de météorites. Elles auraient été très brillantes et les souvenirs qu'elles auraient laissés auraient certainement laissé des traces dans les archives. Or, rien de cela ne s'est produit. À vrai dire, le phénomène que les moines ont observé semble douteux. Peut-être ont-ils effectivement vu un astéroïde tomber, seulement il tombait sur la Terre elle-même. Et ils ont perçu la lumière de la météorite en feu comme quelque chose de sinistre se produisant sur la Lune. Ou peut-être que les moines ont simplement imaginé des choses. Il n'y a pas d'autres témoins connus de cet événement. Un autre phénomène inhabituel est celui des lumières bleues et rouges sur la Lune. On peut les voir lorsqu'elle est en forme de croissant. Et cela se produit le plus souvent dans le cratère Aristarchus. Les flashs vont et viennent très rapidement, presque comme des éclairs. En fait, il s'agit d'électricité. Les forces des marées sont aussi responsables de ce phénomène. Elles provoquent une accumulation de contraintes mécaniques dans les roches. Cela peut produire un champ électrique, créant les flashs bleus qui ont surpris de nombreux astronomes amateurs. On peut aussi percevoir un scintillement semblable à celui d'une étoile sur la Lune. Cela peut être attribué aux météorites qui tombent sur sa surface. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, les astéroïdes qui s'en approchent ne se consument pas. Ayant beaucoup de poids et de vitesse, ils provoquent une explosion au moment de l'impact. Lorsque la nuit est sombre et claire, il semble que tu puisses toucher la pleine lune. Mais si tu voulais le faire, tu devrais voyager sur une distance de 400 000 km. Pourtant, il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties ombragées en permanence près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a très longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment frappées par des astéroïdes et des comètes qui contenaient de l'eau glacée. Ce processus pourrait même avoir contribué au développement de nos lacs et de nos océans, et pas seulement de l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. Or, la même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Sur les 200 lunes de notre système solaire, la nôtre est la 5e plus grande. La lune de Jupiter est la plus grande, presque 1,5 fois plus grande que la nôtre. Apollo 11 est la mission au cours de laquelle l'humanité a atterri pour la première fois sur la Lune. C'était un moment très important, diffusé dans le monde entier. Mais il a failli être interrompu par une énorme tempête qui sévissait en Australie à l'époque. Une antenne parabolique a été placée là-bas, ce qui nous a permis de recevoir les signaux de diffusion de la Lune. Et ici sur Terre, nous la percevons comme un scintillement stellaire. Par exemple, le 13 mai 1972, il y a eu un impact de météorite équivalent à 1000 tonnes de TNT près de l'endroit où Apollo 14 a alluni. Si nous avions vécu beaucoup plus tôt, nous aurions pu être témoins de flashs lumineux constants à la surface de la Lune. Tous les cratères qui s'y trouvent sont formés par de telles frappes de météorites. Alors imagine les feux d'artifice qu'il y avait là il y a des années. Mais beaucoup de ces météorites étaient en fait utiles. Elles ont apporté de l'eau avec elles. Oui, il y a de l'eau sur la Lune. La NASA a confirmé ce fait après des études menées avec le télescope SOFIA embarqué à bord d'un avion. Les observations ont été faites depuis la haute atmosphère de la Terre. À une telle altitude, l'air sec a permis au télescope de distinguer les plus petits détails. Il y avait peut-être de l'eau dans les cratères au pôle de la Lune. Ces endroits n'ont jamais vu la lumière et l'eau qui s'y trouve pourrait être prisonnière de la glace. Mais SOFIA a trouvé de l'eau sur la surface éclairée de la Lune. Bien sûr, ce ne sont que des molécules de H2O présentes dans les couches de poussière, mais c'est déjà ça. Si nous parvenions à collecter toute cette eau, nous en obtiendrions très peu. En comparaison, le désert du Sahara contient environ 100 fois plus d'eau que ce que nous avons trouvé sur la Lune. Mais un phénomène encore plus inhabituel s'y déroule en ce moment même. La Lune est en train de rouiller, tout comme un vieux morceau de métal. Pour que la rouille apparaisse, il faut du fer, de l'eau et de l'oxygène. Le sol lunaire contient suffisamment de fer. Et comme nous l'avons déjà appris, il y a aussi de l'eau. La dernière pièce du puzzle est l'oxygène.
Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune et que nous ne pouvons pas y respirer. Mais l'oxygène y est tout de même présent. Le vent solaire l'a apporté jusque-là. Le vent provenant de cette étoile chaude se déplace à une vitesse extrêmement élevée. Il racle l'oxygène des parties supérieures de notre atmosphère et le transporte plus loin dans l'espace. Finalement, le vent chargé de molécules d'oxygène atteint la Lune. Et voilà, tous les ingrédients de la corrosion sont réunis. Et le minerai de fer à la surface de la Lune commence à prendre une teinte rougeâtre. Si ce processus se poursuit suffisamment longtemps dans un avenir lointain, la Lune ressemblera à Mars. Elle deviendra rouge-orange.